Alors, on est très heureux d'accueillir Marguerite Vapro, qui est maîtresse de conférences en études cinématographiques à l'Université Bordeaux-Montagne. Ses recherches portent sur le processus créatif et l'intermédialité à travers une approche historique, génétique et esthétique. Elle est membre du laboratoire Artas. Elle a co-dirigé plusieurs ouvrages collectifs, dont René Alliot, Pur en 2013, et Presse Sorbonne en 2017 avec Sylvie Lindeperg et Myriam Diskounas. Un ouvrage sur le cinéaste arménien Péléchian chez Yellow Now en 2016 avec Gardianel. Et avec Katharina Bellan et Caroline Renard, un ouvrage sur le Centre méditerranéen de création cinématographique en 2021. Donc c'est à toi, on te donne la parole Marguerite, merci. On ne peut pas accrocher un micro là, parce que c'est pas simple de... Clément. Ouais. Parce que tu sais, sur le plan... Bon, voilà, donc vous voyez mon fond d'écran étendu. 2 petites secondes, le temps que je lance le... Ouais, ça va. Non, je peux peut-être me déplacer un tout petit peu pour voir un peu ce qu'il y a sur le... Non, parce que j'ai besoin de mon texte qui est là. C'est quand même un peu... Bon, voilà. Écoutez, je m'installe. Mais ce serait quand même plus aisé si je pouvais voir ce que je montre, mais je me tournerai un peu, voilà. Donc d'abord, je voulais remercier les organisateurs de ces journées, et de cette journée particulièrement, de me permettre de revenir sur le film Les Camisards, qui est un film important à mes yeux, qui m'est cher, et qui se trouve d'une certaine façon à la jonction en fait, entre une histoire intime et familiale et des rencontres, des amitiés, et un travail en fait scientifique à l'université. Donc un petit rappel pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Alors je pensais qu'il y aurait plus d'étudiants aujourd'hui, hein. C'est pour ça que donc, je me méfie un peu, mais je pense que dans la salle la plupart d'entre vous connaissent René Alliot. Mais bon, voilà, ça permet de voir un autoportrait en fait de lui qu'il a réalisé quand il était encore assez jeune dans les années 50. Je vais vous montrer un certain nombre de documents en fait qu'on a retrouvés à travers nos recherches avec Myriam Diskounas. Et donc je vous montre les films les plus importants d'Alliot. C'est les affiches originales que j'aime bien et qui montrent bien en fait aussi les conditions dans lesquelles Alliot produisait, qui étaient des conditions relativement sobres. J'aime beaucoup en termes d'utopie l'affiche de Pierre et Paul, donc le film de 1968, qui est très, très efficace. Voici ensuite donc pour les films qui vont venir après Les Camisards. Donc on a Rude journée pour la reine, un film qu'il a réalisé avec Simone Signoret, et puis le bien connu évidemment Moi Pierre Rivière ayant égorgé ma mère, ma sœur, c'est d'abord les femmes qui passent, et mon frère. Voilà, donc en 75. Donc mon point de départ ce matin, c'est un film un peu plus tardif en fait que... C'est pas pénible l'écho? Ouais. Pour moi c'est hyper pénible. Pour toi c'est pénible. Attends, mais... Peut-être que si j'éloigne un peu on l'entend moins, non? On va voir. Ouais. Comme ça c'est mieux, non? Vous m'entendez quand même? Ouais, okay. Parce qu'on ne sait jamais quelle distance il faut garder avec le micro. Donc mon point de départ, c'est ce film plus tardif d'Alliot, 1980. L'heure exquise, un film réalisé pour la télévision,
à propos duquel, en fait, Myriam Tikounas m'a demandé d'écrire avec Katharina Bélan un texte au printemps dernier, qui devrait donc pas paraître, mais ça, comme ça, je pense que ça va. Mais apparaître donc bientôt dans une exposition en ligne consacrée à René Alliot. Donc Alliot dans ce film parlait non pas d'un documentaire sur Marseille et sur son enfance, mais d'une exploration sentimentale. Donc il explore une forme de récit de lui-même labyrinthique, et c'est ce qui a attiré notre attention quand nous avons commencé à travailler sur ce film pour la préparation du colloque Alliot de 2013, donc ça commence à remonter. Ce colloque donna lieu à 2 livres, enfin 6, dirigés avec Myriam Tikounas et Sylvie Lindeperg. Puis on a continué à travailler avec Katharina Bélan et Caroline Renard. Alors ça, c'est l'édition DVD grâce à Shellac. En fait, on peut avoir accès aujourd'hui aux films qui ont été restaurés en 2013. Donc ça, c'est une grande chance parce qu'à l'époque, j'ai vu une copie des Camisards à la BNF et je pleurais à la fin du visionnage à l'INA. C'était vraiment atroce. Voilà. Et donc, on a un autre ouvrage dans lequel j'ai commencé à travailler sur le Centre méditerranéen de création cinématographique, ouvrage dirigé par Myriam Tikounas, entre autres, et donc le livre qu'on a fait sur le CMCC avec Caroline Renard et Katharina Bélan. Donc, j'ai travaillé pendant à peu près 10 ans sur l'œuvre d'Alliot. Je voulais rappeler qu'avant nos travaux, on avait seulement des extraits en fait, des carnets qui étaient disponibles, qui avaient été présentés dans une édition par Arlette Farge, qui est une amie proche d'Alliot. Mais là, il y avait beaucoup de coquilles en fait, dans ce volume, parce que l'écriture d'Alliot est extrêmement difficile à déchiffrer. Et donc, nous, on a travaillé avec Anna Guillaumin, qui est la dernière compagne d'Alliot, qui a fait toute la retranscription. Donc là, sur le premier ouvrage, il est écrit avec la collaboration, mais en fait, c'est elle qui a fait la retranscription, donc le plus gros du travail, et je pense que c'est important de le rappeler. Et donc, Myriam Tikounas a fait tout l'appareil de notes, et moi, j'ai participé aux relectures. Voilà, donc tout ça est aujourd'hui accessible grâce aux travaux des universitaires. Donc, je reviens sur leur exquise. Qu'est-ce que je pouvais encore apprendre de leur exquise en m'y repenchant au printemps dernier? Il se trouve que justement la sensibilité écologique qui a contaminé les études cinématographiques m'a permis en fait de porter un regard nouveau sur ce film en retraversant les écrits d'Alliot. Alors que je voyais ce film comme principalement minéral, portant sur la ville de Marseille, tout d'un coup, des plans qui étaient restés pour moi longtemps obscurs, tout d'un coup, m'ont semblé lumineux. Donc on va regarder à la suite 2 séquences de leur exquise. Donc la séquence 1 et 2, s'il vous plaît, je ne sais pas où, je ne vois pas le projectionniste. Voilà. Donc je pense qu'il faut penser évidemment ce film dans la continuité des symphonies urbaines. C'est comme ça que Alliot l'a conçu. Mais ce n'est pas exactement ce qui me retient aujourd'hui et dans le texte que j'ai produit pour Myriam Tikounas. Donc je vais vous lire juste cet extrait. Donc Alliot invente une mise en scène du souvenir afin de rendre vivant un retour vers l'enfance, mais sans la mélancolie ni la nostalgie. À l'enfance, non comme temps perdu à jamais, la porte refermée du jardin dans un autre film qui s'appelle Retour à Marseille, mais retrouvée en soi, vivante, moteur de ce qui est le meilleur en nous, arbre qui pousse toujours, ses branches, ses feuilles et ses fleurs. Et on va voir en fait que cette question du végétal, en fait, elle est extrêmement importante dans les pages des carnets, en fait. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui.
Donc des images végétales s'imposent à René Alliot et les plantes envahissent peu à peu l'image de l'arrière-plan dans la contre-plongée sur les escaliers du groupe Strauss, dévalé par Paul Alliot, qui joue dans le film son oncle, où l'on voit le feuillage des platanes, au premier plan saturé par les acanthes, dans le panoramique du jardin, où l'on distingue à peine les acteurs, Paul Alliot et Isabelle Fénech. Ainsi, par la construction de cet espace-temps hybride, le cinéaste affirme la place toute particulière du végétal dans sa sensibilité et son imagination. Il écrit dans ses carnets à propos de l'art exquise « Désir du retour à la vie de la nature au végétal. Qu'en me dissolvant dans la terre, je nourrirai et deviendrai. Éternel retour, vie, mort et recommencement, c'est donc le végétal et la terre et le devenir végétal que... c'est donc par le végétal et la terre et le devenir végétal que ça passe. Pour moi, homme de la terre, car quelles images de ce circuit de recommencement produisent les imaginations d'hommes de la mer, il faudrait en faire parler un. Donc la fin du film retrouve ce même mouvement vers le végétal quand Alliot évoque la maladie et la mort de son grand-père. On passe de photos en noir et blanc du jardin, d'arbres morts, à des plans de celui-ci au moment du tournage, alors que tout le travail de composition florale du grand-père a disparu, à d'autres plans donc tournés dans des jardins comparables à ce que fut le jardin du grand-père. Sans égard pour une continuité spatio-temporelle, le cinéaste compose un espace végétal inouï, à la fois présent et passé. Donc voilà, c'était pour vous expliquer à partir d'où je parle aujourd'hui et comment en fait ça me permet de réaborder les Camisards. Donc j'ai voulu suivre cette intuition pour aborder ce... Alors évidemment, donc les Camisards, voilà l'affiche, donc une affiche rudimentaire qui rend compte en fait de la difficulté de la diffusion que connut la diffusion du film, qui donc sans RTL n'aurait jamais rien, vous n'auriez jamais rien su de ce film. Voilà, merci RTL. Et donc je me dois de rappeler quand je parle des Camisards, donc le travail de Michel Lany. Donc je rappelle juste les faits, c'est un film qui s'apparente à un film historique, puisqu'il s'agit de raconter le début de la guerre des Camisards qui se déroule, je vous le rappelle, entre 1702 et 1704. Donc, soit quelques événements donc, qui ont lieu au cours de l'été et du début de l'automne 1702, donc provoqués en fait par la répression des protestants dans les Cévennes suite à la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Donc Michel Lany, historienne du cinéma, a beaucoup travaillé sur cette question de la représentation de l'histoire dans le cinéma de René Alliot et des questions donc d'entrelacement temporel. Donc elle a magistralement montré dans cet ouvrage, donc un recueil d'articles qui avait été publié au cours de toute la carrière en fait de Michel Lany. Donc elle montre comment Alliot construit un film qu'elle appelle brodélien. La notion de temps historique a été transformée en profondeur par Fernand Braudel, elle nous rappelle, qui a imposé une forme de pluritemporalité. Le temps de l'histoire n'est donc ni linéaire, ni continu, ni homogène, comme le laissait supposer la chronologie, qui sert de fil directeur au discours historique. Au contraire, donc, le temps braudélien est un temps pluriel. Et Les Camisards est un film qui rend compte de cet entrelacement des temps court et temps long. Le temps court de l'événement, donc les batailles qui peuvent avoir lieu pendant cet été et cet automne 1702, et le temps long de la culture paysanne. Enfin, le temps géologique des espaces naturels, lieu de vie des Camisards. Donc Michel Lany parle d'une coalescence des temps dans le film. Il faut rappeler aussi que l'une des grandes références d'Alliot pour la mise en scène dans ce film,
Et pour actualiser en fait le combat des Camisards, c'est la référence au Vietnam qu'il partage donc avec les acteurs, puisque le film voilà, date de la fin des années 60. Donc les Camisards inventent un nouveau mode de combat, ça les historiens en rendent compte, la guérilla, qu'on retrouve donc au XXe siècle au Vietnam de façon contemporaine au tournage du film. Donc, il y a un article de Dimitri Viziroglu qui revient sur cette question, donc je n'irai pas plus loin. Donc, le film, il ne cherche pas à gommer les anachronismes qui participent de sa complexité temporelle. C'est un film qui est toujours au présent, et tout le travail cinématographique d'Alliot est porteur de cette idée. Donc je vais d'abord parler de l'important travail de recherche pour élaborer le scénario qu'a fait Alliot. Et donc, alors bon, ça c'est autre chose. Pardon, c'est pas vraiment. Voilà. Donc j'ai retrouvé la bibliothèque de René Alliot pour la préparation des Camisards. Donc je vais vous montrer un certain nombre d'ouvrages. Alors ça, ce sont les livres qui ont servi le plus à Alliot, donc les journaux Camisards, la guerre des Camisards et Camisards et Dragons du Roi. Et puis également, en très grand, donc les paysans du Languedoc d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Mais en fait, on a beaucoup d'autres ouvrages qui composent cette bibliothèque. Donc en voici certains. Donc on voit qu'on a les bandits, par exemple, qui était déjà une référence pour Alliot. Voilà, en voici une autre série. Et voilà, donc il y en a, vous voyez, il y en a quand même un nombre conséquent. Donc Alliot, c'était un très très grand lecteur. Il avait vraiment besoin de s'imprégner en fait pour travailler. Mais il fait preuve, et c'est ça qui est intéressant, d'esprit critique vis-à-vis de ses lectures. Par exemple, il critique beaucoup tous les livres sur la vie quotidienne, dont des publications achètent. Il dit qu'il préfère certains livres à d'autres, certains livres, mais il critique vertement donc, les ouvrages sur la vie quotidienne qu'il qualifie de conformistes, bien-pensants, bons bourgeois. Donc voilà, le rapport aussi d'Alliot aux historiens n'est pas si simple. En fait, il se rapproche de certains et prend ses distances avec d'autres. Il avait une grande proximité avec l'historien Philippe Joutard, spécialiste de l'histoire des Cévennes, du protestantisme et de l'histoire orale. Et donc, ils vont mener un compagnonnage pendant de nombreuses années autour de cette question des Camisards. Alliot va aussi aller travailler à la Bibliothèque protestante de Paris sur des documents originaux pendant tout le début en fait, de l'année 1970. Il se déplace, il va travailler à la campagne avec toute sa bibliothèque et puis ensuite il fait une période de travail à la bibliothèque protestante à Paris. Ensuite, il va passer à l'écriture de son scénario qui se déroule, qu'il va écrire en fait entre la mi-mars et le 23 avril 1970. On en a des traces grâce à ses carnets. Il écrit donc en collaboration avec un homme de théâtre, Jean Jourdeuil, qui va être un de ses collaborateurs récurrents, qui va aussi avoir un compagnonnage avec Alliot jusqu'à la toute fin de sa vie. Et dans ces carnets, on trouve la trace de ses réflexions pendant le travail d'écriture. Donc je vous rapporte un extrait en fait, des carnets qui date du mois de mars 1970, où il nous dit « Il ne faut pas tomber dans la tentation de raconter une intrigue se passant sous la guerre des Camisards, comme l'intrigue d'un western se passe sous la conquête de l'Ouest, et en tirer toutes les connotations géographiques, historiques, sociales et même psychologiques.
Bien sûr, la guerre des Camisards peut fournir tout cela, un cadre, mais sans l'avantage qu'il soit devenu, avec l'histoire de la dramaturgie proprement dite, comme le western hollywoodien, un système de conventions complexes et complet, qui rend à celui qui fait le film une liberté artistique totale. Encore une fois, au plan dramaturgique. Bon, quand il écrit dans ses carnets, il fait toujours des phrases à rallonge qui sont un peu difficiles à lire, quoi, parce que c'est vraiment écrit au fil de la plume. Mais si elle n'est qu'un cadre, le film tombera dans les intrigues d'aventure ou d'amour du cinéma petit bourgeois. Ne pas faire des camisards eux-mêmes les héros d'une troupe de camisards, ce serait perdre le combat contre l'injustice, la jeunesse et tous les traits d'une révolte jeune, la contestation du conformisme des vieux, la description d'une vie libre, la vie dans la nature, tous les problèmes de la lutte pour l'organisation matérielle de la survie et de la continuation de la lutte, dans un milieu mi-hostile, les royaux, mi-complices, les paysans. Une relation libre avec les choses de l'amour, là il faut un peu gauchir l'histoire, point d'interrogation. Les énormes ouvertures du côté de la réussite de la plastique que tout ce que je viens d'énumérer offre au film. Donc le corps du film ne peut être que la vie au jour le jour et les saisons les unes après les autres que traversent donc les Camisards. Et ça va être très puissant dans le film. Du point de vue des motifs qui vont être repris dans le scénario et qu'on verra se développer dans le film, on peut être fasciné de trouver les mêmes motifs dans des esquisses à l'encre de 1956, réalisées donc par René Alliot. Alors, voilà, donc ça c'est un ensemble de dessins à l'encre qui ont été retrouvés dans les collections en fait de Malka Rybowska, donc la première épouse mais deuxième compagne de René Alliot, et malheureusement en fait cet ensemble est aujourd'hui dispersé parce que Malka Rybowska est décédée en 2020 et donc en fait on a eu la chance, moi j'ai pris en photo tout ça très rapidement, donc j'ai énormément de photographies mais faites dans des conditions un peu sommaires, voilà. Voilà, vous voyez les dessins avec la moisson, donc ce sont des motifs qu'on va retrouver en fait par la suite dans le film, et on voit cette attention donc d'Alliot aux figures paysannes et aux gestes du travail. Alors bon, je vais pas montrer parce que j'ai énormément aussi de dessins de mains, il dessine beaucoup aussi les mains, et donc voilà, ensuite on a des paysages qui commencent à apparaître et avec une figure humaine au premier plan. Et donc là, on a toute une série de dessins à l'encre de paysages qui rappellent vraiment les paysages qu'on voit dans les Cévennes et dans les Camisards. Et il faut rappeler que en fait, l'espace des Cévennes était pour Alliot quelque chose de très important parce qu'il avait passé toutes ses vacances étant enfant là-bas. Donc c'est quelque chose en fait qu'il habitait depuis longtemps. Et on verra que c'est important par rapport à notre question d'utopie. Donc voici d'autres dessins. Et alors ça c'est aussi très très important parce que Alliot travaille beaucoup sur ces un peu comme les Japonais en fait, il fait des paysages qui sont un peu comme des rubans. Et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver dans ces films en fait à travers des panoramiques justement sur le paysage et sur la ligne d'horizon. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver à la fois dans les Camisards et dans Moi Pierre Rivière par la suite. Et donc là je vous ai, on voit rien, désolé, mais c'est le générique du début du film, et donc le film débute avec un panoramique sur les monts des Cévennes, et on voit exactement cette ligne comme ça d'horizon dont tu parles aussi dans ton livre sur les lieux d'ailleurs. Voilà. Donc le film, c'est un peu, comment dire, une exception dans l'œuvre d'Alliot. Il va être écrit et produit extrêmement rapidement.
tout va se passer dans l'année 70, parce qu'en fait, il ne va pas attendre des producteurs institutionnels, comme pour d'autres films, il ne va pas attendre Gaumont pendant des mois. Là, en fait, il a monté sa propre maison de production qui s'appelle Paul Sim. C'est les noms de ses 2 fils, donc Paul et Sim, c'est Simon. Donc, grâce à cette, voilà, à cette production légère, il va pouvoir lancer le tournage très rapidement. Et le tournage va avoir lieu entre l'été et l'automne 1970. La fin du tournage, c'est le 17 octobre 1970. Et il va pouvoir en fait bénéficier de toute son aura, parce que Alliot est très connu pour son travail sur le théâtre, en fait, d'abord. Voilà. Et donc, il va attirer beaucoup de jeunes acteurs auprès de lui pour participer à ce projet. Donc dans les carnets de l'auteur, il y a une première mention des Camisards qui est faite dès 1967. Donc cette idée des Camisards l'habite déjà aussi depuis longtemps. Il écrit « Saul et David », ça c'est le nom d'un autre projet qu'il avait avant, qu'il a laissé tomber pour prendre les Camisards. Donc « Saul et David » mêlés à la guerre des Camisards, et il dit tout de suite « faire paysage ». Après, clandestinité, maquis, guerre de partisans, escalade et violence. Donc il faut rappeler que Alliot est un des théoriciens et des grands praticiens français de la scénographie. Et ça, c'est absolument important à rappeler. Donc, excusez-moi. Voilà. Donc là, j'ai choisi un décor qu'il a dessiné pour Roger Planchon au Théâtre de la Cité, donc pour la pièce d'Henri IV de Shakespeare. Donc une mise en scène qui a été réalisée en 1957. Et j'ai choisi particulièrement ce décor parce que vous voyez, il y a une carte au fond. Et donc, ça montre bien en fait l'importance de ces questions dans la scénographie. Pour lui, c'est à la fois espace et temps. Donc, voici comment il définit en 69 la scénographie. Donc, la modernité de la démarche ne réside pas d'abord dans l'utilisation d'un répertoire de formes. Cet aspect est toujours secondaire, mais dans l'utilisation qui est faite de l'espace et du temps, de la transcription en termes d'espace, du mode de récit propre à la pièce. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant quand on étudie le travail d'Alliot, c'est de voir comment tout ce qu'il a acquis au théâtre, en fait, il va l'utiliser par la suite au cinéma pour composer, en fait, son film. Donc, on va voir comment ça fonctionne. On est dans une période très brechtienne encore de René Alliot, il faut le rappeler. Et donc, le film, il débute par une opposition entre deux espaces, deux espaces de culte qui sont opposés. Hop. Oui, là je vous ai montré. Donc, René Alliot avec Christine Laurent, donc sa compagne de l'époque, qui était donc costumière du film et qui participe aussi à la mise en place des décors. Et c'est une très très grande cinéaste par ailleurs. Voilà, bon ça je n'ai pas le temps de vous montrer. Voilà, et donc voilà quelques plans en fait de la première séquence du film qui a lieu dans une église. Et on voit en fait bien l'espace est construit de façon à ce on soit dans un espace clos, fermé. On a le prêtre qui est en hauteur par rapport aux protestants convertis qui sont obligés d'assister à cette cérémonie. Et on voit bien comment tout est là pour nous montrer qu'ils sont en quelque sorte captifs. Par exemple, les détails sur les mains avec les chapelets. Voilà. Et donc,
j'ai pas le temps de vous montrer cette séquence, c'est pour ça avec 3 plans, j'espère que ça suffira. Mais je vais vous montrer la séquence, le pendant de cette séquence, qui est donc ce qu'on appelle l'assemblée au désert. C'est donc la cérémonie cultuelle protestante où se retrouvent les Huguenots et où ils viennent justement librement. Et on va voir Gérard Desarthe qui joue le prophète Abraham Mazel, qui incarne donc la parole prophétique en fait, qui lui vient de sa lecture répétée des textes bibliques. Vous allez voir comme il est transporté par un élan mystique. Alors, je ne sais jamais si cette séquence elle passe ou elle passe pas. Moi, je l'aime bien, mais bon, c'est peut-être parce que c'est mon côté protestant, voilà. Mais peut-être que c'est un peu devenu, c'est un peu ringard, vous me direz. Et donc, vous allez voir comment cet élan mystique traverse ensuite toute la foule. On va regarder donc la séquence des Camisards, la séquence 4, s'il vous plaît. Je ne sais jamais vraiment comment prendre. Je trouve ça toujours un peu amusant, mais en même temps, j'aime beaucoup Gérard Desarthe dans cette séquence. Vous avez vu, il y a vraiment... Bon, je ne vais pas redire ce que vous avez vu, hein, je trouve ça toujours pénible quand on fait ce genre de choses. Voilà, il y a la position en fait, du prêcheur est donc opposée en fait, dans les deux séquences. On a une contre-plongée dans l'église qui répond à une plongée là, dans la nature. La caméra est beaucoup plus libre aussi de ses mouvements. On voit il y a un mouvement de caméra assez ample pour embrasser tout le groupe de Huguenots. Mais ce qui me semble intéressant, et la raison pour laquelle j'ai choisi de vous montrer cette séquence, qui est évidemment des plus connues du film, c'est par rapport à ce qui est dit, en fait. Parce que la question de l'utopie, en fait, elle est dans le texte d'Abraham Mazel, puisqu'il est question donc d'un jardin dans lequel viennent des bœufs noirs. Donc les bœufs noirs, ce sont les prêtres catholiques et les représentants du pouvoir royal. Mais il y a une façon de se représenter en fait l'espace qui, à mon avis, a vraiment à voir avec cette question de l'utopie. Et donc c'est la raison pour laquelle je voulais vous montrer cette séquence. Je dois aller beaucoup plus vite là, donc je vais couper. Pardon, ça va. Donc ce que je voulais rappeler aussi par rapport à ce film, qui est quand même très important à rappeler, c'est qu'il n'y a pas... Alors c'est le seul moment en fait où un personnage est mis vraiment en avant, d'accord, mais le film ne construit pas de figure héroïque. Le film construit véritablement un collectif. Et les Camisards, c'est un groupe en fait en permanence. Et bon là, oui, j'ai les différents prêcheurs qui sont présentés dans le film. Et un truc que j'avais pas compris en fait jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, c'est fou comment c'est important de revoir les films. C'est que en fait, la fin du film, on voit le personnage de Dominique Labourié qui est seule en fait parce que tous ses compagnons sont morts, et en fait c'est elle qui elle se met à hurler dans les rues d'un petit village, mais c'est elle qui devient une prêcheuse. Et donc ça c'est important aussi par rapport à la position d'Alliot par rapport au féminin. En fait Dominique Labourié, en fait, on suit son chemin dans tout le film. C'est-à-dire, elle est une paysanne habillée en robe, qui travaille aux moissons, et puis elle va rejoindre la compagnie des Camisards. Elle va commencer à s'habiller en homme, et elle va être faite prisonnière à un moment. Elle a une histoire d'amour avec avec un Camisard, mais la fin du film, en fait, c'est une ouverture vers elle, son futur de prophétesse, en fait, féminine.
Et donc ça, c'est quelque chose qui m'avait échappé, en fait, parce qu'on a l'impression qu'elle est dans un tunnel noir et sombre, et donc, mais en fait, il y a un moment où elle ressort à la lumière, en fait, et elle se met à assumer, en fait, cette parole prophétique qu'on a entendue précédemment dans la bouche de Gérard de Sarthe à Abraham Mazel. Donc, alors, attendez, voilà, je voulais vous montrer ces images, parce qu'en fait, les Camisards, ils font toujours groupe. Dans la mise en scène, en fait, ils sont comme une grappe, en fait. On les voit très, très souvent dormir les uns sur les autres, et même quand ils se battent, voilà, on a cet effet de masse. Donc, le film, il fait le choix d'acteurs... d'acteurs jeunes, en fait, pour incarner les Camisards, et c'est une façon pour Alliot de mettre en scène, en fait, cette rivalité entre générations, et le fait que donc la jeune génération d'acteurs de théâtre, donc on a De Sarthe, on a Labourié, Perrier, Rufus, Benguigui, on a également Maurice Bénichou, Hélène Vincent, en fait, tout ceci viennent s'opposer et représentent en fait le futur du théâtre, et viennent s'opposer à tous les notables, les aristocrates, les religieux catholiques et les officiers du roi, qui sont joués par donc la génération d'Alliot, et on a Hubert Gignoux par exemple, André Rébaz, Gabriel Gascon, Isabelle Sadoyan et Jean Bouise, qui sont tous en fait des représentants du théâtre de la décentralisation. Et René Alliot écrit dans ses carnets qu'il veut montrer donc la réaction des jeunes devant le conformisme, la délectation morose, le pessimisme immobile et masochiste de leurs parents. Donc il est extrêmement violent. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'on voit comment Alliot est un cinéaste justement qui est capable de se remettre en question, en fait. Je pense un peu à l'image d'un cinéaste comme Godard. On voit que donc, dans son discours même, donc, la question, donc, dans le discours même d'Abraham Mazel, la question de l'utopie spatiale, elle est importante. Et cette question des Cévennes qui est conçue comme un jardin. Les Cévennes sont un jardin pour les paysans, et ça, c'est important. Alors, hop. J'en ai plein des images. Voilà, c'est important parce que dans le film, il y a un jeu d'opposition qui est créé entre les paysages donc des Cévennes qui sont habités par les Camisards combattants, et de l'autre côté donc le jardin donc de l'aristocrate Cévenol, en fait, qui donc entretient l'espace de son jardin. Le jardin, je rappelle, c'est une construction qui tend vers l'utopie, mais c'est un espace limité, délimité et contrôlé, au contraire justement de la nature. Et donc en fait on a deux utopies qui viennent s'opposer en fait dans le film, et vous voyez en fait c'est un peu systématique. En fait le film il est construit par beaucoup de séquences qui jouent sur des oppositions comme ça, et oppositions aussi de construction de mise en scène. Donc j'ai choisi comme titre à ma communication « Être forêt », et je rappelle que ça vient du livre de Jean-Baptiste Vidalou. Bon, je suis désolée, l'ordre est un peu... voilà, hop. Ce livre donc, de 2017 qui a été publié chez Zone, et qui s'intéresse tout particulièrement dans tous ses premiers chapitres à la question des Cévennes et des Camisards. Et donc, il est aussi dit qu'une des caractéristiques particulières du combat de guérilla des Camisards, voilà comment c'est décrit en fait dans une lettre du maréchal de Broglie de 1702. Il est dit « Cela serait déjà fini s'il voulait marcher
en plus grande troupe. Mais ils se séparent à tout moment à travers les bois, vont se rassembler pour faire entreprise, et aussitôt après, ils deviennent invisibles, se jetant dans les endroits que l'on ne peut deviner. Donc là, il y a vraiment cette idée en fait de faire corps en fait avec l'espace. Alors moi, je dirais le lieu, comme Corinne, parce que je pense que en fait, c'est un espace qu'ils habitent en fait véritablement, tous ces camisards. Et donc bon, ça c'est voilà. Et donc là, j'ai mis des images où on les voit et on voit comment ils se fondent, les camisards, dans le paysage construit par le cadre, contrairement aux officiers royaux qui, eux, en fait, sont toujours très visibles avec leurs costumes rouges. Voilà. Et là, on les voit beaucoup en train de marcher, de traverser cet espace sévenol. Et donc, il y a toute une... Alliot cherche à construire ses plans à chaque fois un peu différemment, en les faisant apparaître différemment dans le cadre. Donc, leur force, la force des camisards, c'est leur enracinement, le soutien aussi total de la population. Et d'une certaine façon, ils sont les représentations d'une forme de puissance tellurique. Les camisards, en fait, ne défendent pas la forêt, ils sont la forêt, ils sont les montagnes. Et donc là, on va regarder la dernière séquence que je voulais vous montrer, qui est la séquence qui donne le titre à mon intervention, donc la séquence 6, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc... je peux rappeler que la musique a été faite par Philippe Arthuis, donc qui a travaillé entre autres avec Rivette et Godard, et qui fait partie du groupe de recherche de musique concrète. Et il me semble que c'est important à rappeler parce qu'il a aussi collaboré à ce film. Et donc il y a vraiment une recherche en fait de créer une musique qui soit en dehors du film. Ça, c'est vraiment ce que recherche à faire Philippe Arthuis. Donc, parfois, les gens sont un peu critiques par rapport à cette musique, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire de ce point de vue-là. Bon, j'irai pas plus loin aujourd'hui. Donc, vous avez vu qu'on retrouve en fait le même procédé que dans leur exquise, et les personnages passent au second plan. En fait, ils sont comme absorbés en fait dans la masse végétale, et je pense que c'est très signifiant justement par rapport à la nature du groupe des camisards. Et donc c'est vraiment une des grandes idées d'Alliot. Donc ensuite, je me demanderais si les Cévennes sont un espace géopoétique. Donc selon Antoine Gaudin, on peut parler de géopoétique quand le parcours dans l'espace naturel devient l'enjeu principal d'un régime narratif et représentatif évidé de la plupart de ces grands éléments actentiels et dramaturgiques. Voilà, c'est, à mon avis, je pense qu'on approche de quelque chose de cet ordre, mais c'est on pourra peut-être en discuter. Hein. Moi, je ne suis pas allée jusqu'au bout de mes conclusions, donc je fais des propositions. Je rappellerai aussi une citation de septembre 1977. Alliot, en fait, à ce moment-là, prépare un grand projet sur les paysans pour la télévision, avec des films de toutes formes, documentaires, fiction, courts, moyens, longs métrages. Et il écrit quelque chose qui me semble intéressant par rapport à cette question d'espace. Il dit « Ce qui constitue, spécifique, caractérise la civilisation, la culture paysanne, sa ou ses mentalités à travers le temps et les lieux, la géographie. Il faudrait rendre compte aussi de ça, un paysage physique comme lieu où l'histoire de la nature et de l'homme se rencontrent et s'entrecroisent le plus intimement et marient des formes qui disent les unes l'histoire de la nature et du cosmos, les autres l'histoire des hommes et de leurs travaux. De l'homme, mais son histoire extra-événementielle, celle des longues phases de la longue durée. »
Donc là, on rejoint d'une certaine façon l'idée, la définition du lieu tel que Corinne le définit dans son livre « Le parti pris des lieux », quand elle écrit « Ainsi, le plan paysage imprègne le film d'une dynamique double. Les émotions intérieures viennent se projeter sur le monde et inversement, les réverbérations sensibles de ce monde extérieur se territorialisent dans l'intériorité du sujet. » Donc, bon, ça, je ne sais pas si ça fonctionne parfaitement avec les Camisards, mais je pense que, en fait, c'est quelque chose vers lequel tendait Alliot, en fait, au long de sa carrière. Et disons que les Camisards, c'est un moment de ça, de cette tentative, en fait, de lien entre le sujet et le paysage. Et je rappellerai donc la formulation définitive que trouve Alliot à la fin de sa vie, au début des années 90, quand il réalise un documentaire sur la ville de Marseille, qui s'appelle « Marseille ou la vieille ville indigne ». Il écrit, enfin il écrit, oui, c'est dit par son fils, « J'aimerais rendre sensible et tenter de mettre en rapport par l'image quelque chose de physique et même géologique et minéral, avec quelque chose de mental, d'imaginaire et de végétal, ça c'est important, qui lui est fondamentalement lié, qui sont les composantes propres au territoire marseillais, à son paysage où, de même que par le passé, lui et les hommes qui l'ont habité se sont entrefaçonnés, de même aujourd'hui, lui et les hommes qui l'habitent s'entrefaçonnent encore, qui accueille l'histoire en même temps et en même temps l'a fait depuis 26 siècles, l'histoire grande et l'histoire petite, celle des commerces et des industries, mais celle de chaque homme et de chaque femme, la plus petite, celle des amours, la plus romanesque. Et ensuite, un peu plus loin, il dit ceci, « Mais tout ceci ne serait moderne, mais tout ceci qui serait moderne, qui serait urbain, n'entame cependant en rien le paysage ni l'espace, qui demeure ce qu'il fut toujours semblable et fidèle à lui-même. Comment dire ? Il garde son humanité. La circulation y change d'échelle, mais son échelle à lui ne change pas. Il demeure, dans son sens profond, lieu de civilisation, d'histoire, de communication donc. La parole y joue toujours le même rôle, un grand rôle, et les chemins sont comme une parole. Du paysage, on n'a que la mesure du temps qu'il faut pour le traverser, c'est-à-dire du récit qu'on en fait, c'est-à-dire de quelqu'un pour le vivre et le raconter. C'est pourquoi il constitue une énorme et fascinante machine, propre aussi bien à observer le devenir et la vie qu'à y inventer des fictions. Et donc là, on voit bien comment, en fait, Alliot, dans ce texte, arrive à formuler quelque chose qui est important pour lui, et depuis le début, c'est la façon, en fait, dont les récits doivent devenir spatiaux et en fait, les sujets, en fait, il y a une forme de continuité entre les lieux et les hommes. Donc pour finir, je dirais, je voudrais rappeler que s'il y a utopie, parce que c'est quand même un film violent hein, qui parle, les Camisards, ça parle de bataille, les personnages finissent, la plupart des personnages finissent par être décapités et les têtes montrées sur le pont d'Anduze. Donc il y a quelque chose de très violent dans le film. D'ailleurs, Gérard Desarthe dit que en fait, Alliot ne savait pas quoi faire avec cette violence. Il avait beaucoup de mal pendant le tournage à travailler avec ça, donc il y avait quelqu'un qui s'occupait de mettre en place les chorégraphies de cascade, mais Alliot, c'est comme s'il ne voulait pas le voir. Enfin, pour lui, c'était presque pornographique en fait, de tourner des scènes violentes. Mais voilà, il était à cet endroit-là, à ce moment-là. Et donc, voilà, s'il y a une utopie dans le film, à mon avis, c'est l'utopie du souvenir d'enfance, en fait, et des rivières, là où jouait Alliot quand il était enfant. Et donc, en fait, dans le film, on voit très bien les jeunes Camisards amoureux qui viennent au bord de la rivière et on voit Rufus qui est en train de jouer avec un petit poisson exactement comme Alliot quand il était enfant.
Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette utopie qui lui vient du passé, en fait, elle est toujours menacée. Puisque en fait on a tout de suite en fait des dragons du roi qui viennent et qui les délogent et qui les chassent. Et ce que je trouve intéressant dans cette séquence, et je voudrais, voilà, puisqu'on est dans une période aussi où on s'intéresse aux études féminines et féministes, que Alliot, vous voyez dans cette séquence, les corps qu'il dénude, ce sont les corps masculins et pas les corps féminins. Les corps féminins donc des deux femmes sont habillés avec ces grandes chemises blanches. Et donc ce sont les garçons, les hommes qui sont dénudés. Donc là on a une planche contact, donc les photographies du tournage. Et donc je voudrais rappeler que dans le film il y a quand même une opposition qui est faite par rapport à cette question de la nudité féminine, puisque le seul moment où on voit un corps féminin dénudé, c'est donc au moment où le personnage incarné par Dominique Labourié est menacé par un dragon du roi qui l'oblige à se dénuder et qui la regarde. Et donc là, en fait, Alliot, par cette séquence, j'ai l'impression qu'il veut prendre à partie le spectateur et lui demander de quel côté il est. Qui oblige cette femme en fait, c'est qu'il interpelle le spectateur qui oblige cette femme à se dénuder et qui regarde ce corps. Et donc, le spectateur, à ce moment-là, est obligé de prendre parti. Est-il du côté donc, des camisards et de l'émancipation des femmes, ou est-ce qu'il est du côté de ceux qui font les abus, et donc ce soldat en l'occurrence? Et je rappellerai qu'Alliot écrit dans ses carnets « Il faut développer dans le film tout ce qui, dans la vie de la troupe des camisards, renvoie à l'émancipation des femmes. » Donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour lui. Voilà, donc je reviens juste plutôt sur ça, voilà, que je trouve plus amusant. Donc, je rappellerai enfin que dans les carnets, j'ai regardé un peu où est-ce qu'on pouvait trouver la mention d'utopie dans l'ensemble des carnets. Et donc, en fait, c'est intéressant par rapport à mon travail parce que, en fait, le terme d'utopie, il l'utilise pour parler de son espoir de créer un espace de travail pour les cinéastes à côté de Marseille. Et en fait, c'est le CMCC qui va créer dans la fin des années 70 et au début des années 80. Et donc, c'est ce sur quoi porte le livre qu'on a écrit avec Caroline Renard et Katharina Bélan. Et il me semble que j'avais pressenti en fait ça sans faire vraiment attention. Je vous lis juste une citation pour finir des carnets. Il dit « Le cinéma français comme institution parisienne, ce n'était pas dans ce lieu-là, finalement, que se traite, que vit et évolue le cinéma comme activité de l'imaginaire, comme rapport avec le réel. La vraie vie est ailleurs, comme dit Rimbaud. Comme le cinéma de l'institution ne nous parle jamais de la vraie vie, mais ressasse sans fin les mêmes modèles, de même la vraie vie du cinéma se passe ailleurs que là où il s'est institué, au point de devenir un des appareils idéologiques les plus puissants. Mais cet ailleurs, c'est en même temps une utopie. Il n'existe que comme désir de ceux qui font les films autrement qu'on ne les fait dans le système. Il n'a pas de lieu réel et peut-être qu'il ne faut pas qu'il y en ait. Si Paris, c'est le lieu du cinéma institué, la grande fabrique, la grande machine à masquer le réel, à réduire l'histoire en marchandises et ces marchandises en signes à la mode, l'important, c'est d'abord de n'y être pas. Ni pour inventer les histoires, ni pour regarder et ressentir le réel, ni pour parler aux hommes, ni pour penser la vie, ni pour faire des films. L'important, c'est d'en partir. Et peut-être plus important, le mouvement qu'une nouvelle fixité. Si on se fixe, on n'est plus ailleurs. On n'est plus refus d'un lieu. On en constitue un nouveau qui reprendra vite les caractéristiques de la fabrique parisienne. C'est probable. L'important, alors, c'est le mouvement. Voilà, je voulais finir avec cette citation qui me semble intéressante par rapport à cette notion de l'utopie et la façon dont la conçoit Alliot.
Il y a aussi autre chose qui est important pour lui, c'est l'idée en fait de se changer lui-même. Et en fait, chaque film sont faits pour ça. Donc en fait, c'est plus le processus qui est important pour lui que le film fini. Et donc en fait, à la fin de chaque film, en fait, il considère que c'est extrêmement important de se voir changer, quoi. Il dit « Il fallait donc changer, mais c'est bel et bien aussi en faisant des films que j'ai en grande partie été amené à ce changement. Je dois donc corriger ma critique et convenir que j'ai dans mes 3 premiers films accompli au moins une partie de mon programme. Je me suis changé. » Donc voilà, ça c'est important. Et je finirai juste par une... Oui, donc oui, à la fin, on voit vraiment les personnages qui disparaissent dans le brouillard, mais ça, c'est aussi un peu dur, comme... Enfin, c'est un moment qui est douloureux, en fait, pour la troupe des Camisards, parce que c'est juste avant qu'ils se séparent, ils soient séparés. Et donc, voilà, je voulais mettre en lien avec un film contemporain, donc le film de Rabah Hammershaimesh, Les Chants de Mandrin, qui en fait rencontre le film d'Alio à plein d'endroits. Alors après, j'ai rencontré Rabah Hammershaimesh, qui est toujours un peu blagueur, et donc quand je lui ai parlé des Camisards, il m'a dit c'est un peu vieux comme film, non, mais bon, voilà. Je pense que ça fait partie aussi du jeu des cinéastes de se mettre en scène et puis de pas forcément chercher à se raccrocher à trop de noms. Mais il y a vraiment cette idée aussi chez Rabah Hammershaimesh d'une utopie dans Les Chants de Mandrin. Et l'utopie, elle serait certainement du côté du jeu, en fait, avec sa troupe, en fait. Parce que le film, en fait, on est toujours entre l'événement et puis le pro-filmique, donc, et la mise en place de la scène avec ses comédiens. Voilà. Donc, j'ai parlé beaucoup trop longtemps, mais comme on n'est pas nombreux, je me suis dit que... Et désolée, c'était un peu décousu, mais comme c'est un groupe de recherche, il me semble que c'est intéressant de tester des choses. Et puis après, quand on passe à l'écrit, on fixe. Merci beaucoup, Marguerite, pour cette intervention. Alors moi, je vais revenir sur 2 petites choses. La première, c'est Ereskine, cette ville de Marseille, qui n'est pas n'importe quelle ville, et on sait qu'elle a été beaucoup filmée, notamment par Jean-Louis Comolli, qui est aussi un grand utopiste. Henri Lefebvre, il avait travaillé sur un traité de rythme-analyse, et il écrivait en fait... Lefebvre, que l'utopie, elle commence aussi par la manière dont les villes donnent à voir d'autres rythmes. Et j'ai l'impression que cette question du rythme, en fait, dans le travail d'Alio, elle est très importante à la fois pour parler des villes comme lieu refuge, des espaces Cévennes, des espaces forêts comme lieu refuge et comme lieu de lutte. Et moi, plutôt de géopoétique, je voudrais revenir sur la notion de géo-utopie qu'a lancée tout à l'heure Clément. C'est-à-dire, en fait, comment cette idée de penser le processus de création sans passer par la notion facile de reconstitution, mais plutôt d'un travail d'exploration. Et le souvenir d'enfance, c'est déjà arpenter, on va dire, le rapport à l'espace, l'explorer, l'habiter. Et dans ce travail d'arpenter, il y a bien l'idée de décentrer, là. On a décentré le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, et peut-être là où il y a une différence avec Kenneth White et la géopoétique, c'est que la géopoétique, elle est quand même beaucoup centrée sur le sujet individualisé, hein, le sujet personnel. Et il y a un mot que tu as dit, que je trouve d'une poésie politique incroyable, c'est la notion de grappe. Et cette grappe, elle est présente à la fois dans Ereskine, elle est à la fois présente dans les Camisards, avec cette idée de la manière de montrer le collectif. Et donc, cette mise en scène, on a pour moi aussi, dans les dessins, une forme de cinématisme comme ça du dessin,
cette idée du panoramique qui est importante dans la manière aussi de veiller à montrer le paysage et pas du tout de le montrer comme un espèce de décor, un arrière-plan. Et est-ce que l'utopie, ça ne serait pas justement ce travail déjà dans le geste d'un processus de création, d'accueillir en fait une manière d'être à l'espace chez Alliot, de la reconduire dans son cinéma et de ne pas penser en fait cette question des camisards et du collectif comme un espèce d'ensemble qui se déplace, mais peut-être, comme tu dis, d'un corps qui fait lieu et lien avec l'espace. Merci beaucoup Corinne pour ton écoute et puis ta formule que je trouve très belle. Un corps qui fait lieu avec... Comment tu peux me redire ? Qui fait lieu et lien avec l'espace. Voilà, lieu et lien avec l'espace. Ce qui les différencie évidemment des autres, puisqu'on a quand même un espace qui est toujours très feuillu, touffu. Il y a toujours l'idée de quelque chose qui déborde. Voilà. Et même quand il filme la ville de Marseille, c'est pas un végétal qui est maîtrisé, qui est contrôlé, qui est coupé. Il y a l'idée de quelque chose qui déborde en permanence. Mmh. Particulièrement dans les plans là que je vous ai montrés. Moi, pendant longtemps, je ne comprenais pas en fait ce plan des acanthes. En fait, je me disais mais pourquoi il fait passer les personnages derrière ces acanthes. Pendant longtemps, ça m'a perturbée. Je me suis dit mais quelle est l'idée derrière ? En fait, c'est quelque chose que j'ai réussi à lire seulement récemment à la lecture voilà, des nouvelles directions donc des études cinématographiques vers ces études écologiques. Et donc je pense qu'évidemment les Camisards, c'est un film dans lequel tout ça débute et je pense que cette question du rythme, c'est évidemment important. J'avais dans l'espoir d'avoir le temps de lire Henri Lefebvre. Malheureusement, je n'ai pas pu, mais je pense qu'effectivement, il y a une véritable piste en fait, à creuser en revoyant les films à l'aune de son travail. C'est dans l'ouvrage Le droit à la ville où il revient sur cette notion de rythme. Et je me dis qu'il y a quelque chose aussi comme ça dans le travail du déplacement. Ouais. Aussi des personnages, une espèce de rythme qui n'est pas quelque chose en fait, qui serait au pas, mais en fait la forêt est toujours au devant en fait, du travail de la marche. La forêt et puis les montagnes, les vallons, les rivières aussi, tous les éléments naturels des Cévennes. Et donc, je souscris à tout ce que tu proposes. Enfin, je trouve que merci beaucoup en tout cas pour ton écoute. Est-ce qu'il y a des interventions d'autres ? David, je te donne le micro. D'abord, merci Marguerite pour cet exposé. Tu nous as présenté, et pardon si je commets des erreurs, rectifie-moi, mon attention est parfois inégale et ça n'a rien à voir avec ton exposé. Tu nous as présenté le discours c'est Abraham Mazel, c'est ça, le prédicateur, comme un exposé utopique, ou l'exposé d'une utopie. Disons qu'il parle des Cévennes comme une utopie qui est en fait contaminée par les bœufs gras, noirs et gras, et par en fait Babylone. Et Babylone, c'est c'est les catholiques et la papauté, quoi. Mais ce qui m'a frappé, c'est que dans son discours, il présente ça comme un rêve. Et donc, la mécanique, le procédé
par lequel il invite à ce qu'on reconnaisse le monde qui nous entoure dans les mots qu'il choisit pour les désigner. C'est un procédé d'allégorisation. Tout à fait. Et il allégorise la situation politique et sociale. Et donc là, je me suis demandé si il n'y a pas un lien à construire entre discours utopique et allégorisation. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas le procédé privilégié de la représentation cinématographique utopiste? Je sais pas, hein, c'est une question que je voulais partager à partir de ta stimulation. Oui, je pense que c'est intéressant par rapport à tous nos objets, mais effectivement, je trouve que ça m'est apparu d'autant plus là sur le grand écran, et puis de l'entendre comme ça fort, à quel point il file cette forme de cette métaphore, qui devient une allégorie en fait de la situation qu'ils sont en train de rencontrer, et moi ça m'a fasciné en fait à quel point c'était spatial, et puis ça se retrouvait ensuite à d'autres endroits dans le film, et donc je pense que voilà, là j'ai pas encore réussi à bien le formaliser, mais il y a vraiment toute une réflexion dans le film entre nature et utopie, jardin et utopie, paysage et utopie, et en fait il faudrait reprendre chaque terme en fait et le déployer. Mais j'ai pas mal utilisé un dictionnaire, le dictionnaire critique de l'utopie à l'âge des Lumières, qui est assez, qui est vraiment intéressant par rapport à cette réflexion. Et puis c'est intéressant parce que aussi ce dictionnaire il développe il parle de cette conception de l'utopie au XVIIIe siècle précisément, donc à peu près à l'époque justement des Camisards. Il faut savoir, j'ai vu que par exemple le livre de Thomas More, Utopie, en fait, a été c'était pas une traduction, mais c'était une traduction libre en fait en français qui date de 1715, donc juste après en fait les événements qui sont présentés dans le film. Donc je pense qu'effectivement il y a vraiment quelque chose à préciser en fait dans le lien entre dans la façon dont le film articule toutes ces questions utopiques. Voilà. Super. Merci beaucoup Marguerite. On va accueillir maintenant Robert Bonamy